Bonjour tout le monde, bienvenue sur Level Up Basketball. Ici Silvio Mathéus, accompagné de François Cuyo. François, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va la forme. Et Vincent Zamora, Vince, la forme? Ça va très bien. Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, on a un invité, Peter Corneli. Peter Corneli, 27 ans, 2 m 11, drafté en 53e position par les Denver Nuggets en 2016. Actuellement joueur du Real Madrid au poste d'ailier fort, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Peter, mon gars, comment ça va? Bah écoute, on est là et toi? Ça va, tranquillement. Donc, déjà, pour commencer, alors Peter, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Donc, on a pu partager des expériences, que ce soit au Pôle Espoir, que ce soit au centre de formation du Mans. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, j'avais une question que je t'ai jamais posée. C'est vrai que je me la suis, tu vois, là, en réfléchissant, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'avoir réponse à cette question. C'est à partir de quel moment tu t'es dit, voilà, je veux faire du basket mon métier, je veux devenir un joueur professionnel. C'est assez difficile à répondre en fait parce que je pense qu'il n'y a pas eu un moment précis. Je dirais que j'ai la particularité d'avoir, tu me connais depuis que je suis tout petit, donc Ouais. donc voilà, tu me connais bien. Mais voilà, j'ai toujours été assez grand, j'ai toujours été assez talentueux entre guillemets, etc., etc. Et du coup, j'ai cette particularité où on m'a toujours vendu un petit peu que ça allait se faire en fait. Tu vois que j'allais basketteur pro, que j'allais en NBA, j'étais le prospect, etc. Voilà, c'est toujours tout ce qu'on m'a vendu en fait toute mon enfance, tout pendant toute mon avant-carrière, je dirais. Et du coup, c'est un peu un truc qui s'est fait, je vais pas dire automatiquement, parce que bizarrement, en fait, c'est vraiment hyper paradoxal, mais j'avais la sensation que, ouais, c'était la suite logique, tu vois, et que ça allait Ok. arriver. Mais à la fois, je savais que, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mes premiers entraînements avec les pros, etc., j'étais tout excité, j'étais comme un gamin, tu vois, et je savais que c'était pas quelque chose qui était facile à avoir et que clairement il fallait se battre pour avoir sa place et encore plus après pour gagner du temps de jeu, etc., etc., tu vois. Donc c'est Mhm. pour ça que je dis que c'est paradoxal parce que à la fois, pour moi c'était une suite logique, pourtant, tu vois, j'étais pas en mode ouais c'est bon, ça y est, je suis arrivé et sans rien faire, ça va arriver, tu vois. Donc voilà, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit, donc je peux pas te dire qu'il y avait un moment en particulier où je me suis dit, vas-y là, ça y est, et tout, c'est bon, tu vois. Même si quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros et que j'ai commencé à jouer, bah forcément là, c'était un peu la concrétisation du truc, Ouais. mais voilà. Ok. Ce qui est bien, c'est que, comme tu as dit, pour toi, ça a été un peu une suite logique, mais quand même, malgré ça, tu as quand même gardé la tête sur les épaules. Tu t'es quand même dit, va falloir que je travaille, va falloir que je gagne mes minutes. Si je veux en fait que ça puisse se concrétiser parce que tu t'es clairement dit que l'un n'allait pas sans l'autre en fait. Et je trouve Ouais, ça intéressant. voilà. Après, tu vois, encore une fois, à la fois, je me disais ça, tu vois, je me disais, voilà, il y a rien qui est acquis, etc. Il va falloir chercher vraiment les minutes, il va falloir être bon, etc., etc., tu vois. Mhm. Mais à la fois, j'étais pas un bosseur non plus. Je me disais pas, ouais, Ouais. vas-y, il faut que je travaille, machin, tu vois. J'étais pas du tout un bosseur, j'étais plutôt lazy. Enfin, tu me connais, hein, je pense qu'on était tous les deux vraiment l'inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu étais le gars qui bossait à fond, à fond, à fond, mais genre de ouf, tu vois. Mhm. Et moi, au contraire, tu vois, genre, vu que tout venait relativement facilement, tu vois, Ouais. j'ai jamais, en fait, à la base, j'ai jamais eu vraiment à travailler de ouf pour atteindre mes premiers objectifs, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire signer pro, avoir un temps de jeu Ok. correct en pro, etc. Tu vois, j'ai jamais eu à me dire vas-y là il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort, que je travaille, que j'aille plus tôt à la salle, que je reparte plus tard, tu vois. Et pourtant je peux dire que tous les coachs qu'on a eu, tout le monde, toutes les personnes qui étaient autour de moi, mes agents, mes coachs en cadet, en espoir, enfin voilà, tu les connais tous en plus, donc Ouais, ouais, tous ouais. voilà au Mans, hein, toi-même tu sais, hein, mais et même avant Mhm. ça à Strasbourg, on a quand même eu Ah des oui. entraîneurs qui avaient voilà, une vraie éthique de travail, etc. Donc ils croyaient en ça, si tu veux. Donc ils me l'ont répété, tu vois, mais moi
en fait, ça percutait pas, en fait, d'une certaine façon. En fait, ça me parlait pas, en fait, parce que, bah, jusqu'à maintenant, j'en avais pas eu besoin, tu vois. Donc, j'étais Ouais, là, et puis, bah, je me disais, en fait, j'entendais ce qu'il disait, mais je comprenais pas vraiment, tu vois. Je comprenais pas vraiment la valeur que ça avait. Et donc voilà. Donc je peux pas dire que voilà, comme je te dis, je peux pas dire que je me suis dit vas-y, voilà, il va falloir travailler pour atteindre mes objectifs, etc. Tu vois. J'avais conscience que ça allait pas arriver tout seul, mais j'étais plus dans un état d'esprit où je me disais, vas-y, il faut que je sois bon en match, tu vois. Ah, il faut que je sois bon en match, tu vois. Et c'était ouais, pas un état d'esprit où je me disais, vas-y, il faut que je m'entraîne plus pour être meilleur en match. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, Donc voilà, je pensais en fait que tous les skills, tout était déjà là et qu'il suffisait de réussir à le mettre en place en match, en fait. Donc ok, c'est ça la première erreur, on va dire, que j'ai fait dans ma carrière. ouais, ok, je vois tout à fait. Ça marche. Moi, Peter, du coup, bah, je te connais un petit peu parce que je suis du Mans. J'ai suivi ton parcours donc au MSB, puis après ton explosion à Pau, puis après le passage à Denver. Donc, si tu veux bien, je vais faire un petit résumé de ta situation actuelle. Tu es en première année au Real Madrid, tu joues sur les postes 4 et 5, principalement en 4, en rotation avec Gershon Yabusele. On joue en début de saison en ballon, avec un bon temps de jeu pour toi, où tu t'installes dans un rôle intéressant. Donc, tu totalises 6 points et 3,6 rebonds en 18 minutes, à 6,5 déval. En Euroleague, on est sur des statistiques plutôt similaires, mais tu as un pourcentage bien plus impressionnant, puisqu'on est à 70% à 2 points, 39% à 3 points notamment. Donc, vous êtes premier de Liga Endesa avec 10 victoires de défaite et une belle victoire ce week-end, puisque vous avez battu Tenerife, qui était leader avec vous. Et puis, en Ligue, vous êtes deuxième à égalité avec le Fenerbahçe, 10 victoires et 4 défaites. Du coup, moi, Peter, ce que je voulais voir avec toi, c'est que penses-tu de tes performances individuelles et collectives et de ton impact dans l'équipe? Et est-ce que c'était les objectifs que tu t'étais fixés sur la saison? Alors, qu'est-ce que je pense des performances individuelles? Tout simplement, tu sais, quand tu es joueur, je pense que tu le sais, tu as toujours envie de faire mieux, ça c'est évident. Tu as toujours envie de progresser, tu as toujours envie d'avancer. Et, et encore une fois, tu vois, tu arrives des fois dans des situations où tu t'attends à quelque chose et il se passe autre chose, tu vois. Et mais tu veux toujours plus. Et je vais traduire un petit peu ce que je dis là, mais c'est-à-dire que à la base, quand je suis arrivé au Real, tu vois, bah, je me disais pas forcément, ça y est, je vais jouer direct 18 minutes, etc. Et entre guillemets, ça va bien se passer. Je vais starter presque tous les matchs en Euroleague là, depuis une bonne paire de matchs, tu vois, etc., etc., tu vois. Clairement, je me disais pas ça. Je me disais, voilà, je vais être dans un rôle où il va falloir vraiment que je gagne mon temps de jeu. Au départ, ça va être peut-être 10 minutes, 10, 15 minutes, etc., tu vois. Enfin voilà, il va vraiment falloir batailler, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, tu vois, la situation, donc tu l'as très bien décrite, c'est ok, je suis à 18 minutes de temps de jeu, tu vois, je fais des bonnes choses, j'ai plutôt des bons pourcentages, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on gagne des matchs, donc ça, c'est le premier objectif quand même. Mhm. Donc tout ça, c'est très bien, tu vois. Mais quand tu es dans le truc, tu vois, et des fois, t'oublies un petit peu presque, tu vois, et t'as toujours envie de faire plus, tu vois, t'as toujours envie de progresser, t'as toujours, tu vois, moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'était peut-être l'objectif que j'avais pour, je sais pas, février, tu vois. C'est peut-être l'objectif que j'avais pour février. Donc, ouais, peut-être que je suis en avance, mais à la fois, on n'est jamais trop en avance, tu vois, parce que tu sais Ouais, pas c'est comment ça. le reste de la saison peut se dérouler. Donc voilà, je suis loin des objectifs que j'ai pour la fin de saison, si tu veux. Mais on va dire qu'on est on est sur le chemin et c'est plutôt pas mal, tu vois. Et pour un petit peu aussi revenir justement là-dessus, tu parlais de Pau aussi. Bah, c'était exactement ça. Pau, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette volonté d'être un des meilleurs joueurs, etc., le meilleur joueur de l'équipe, un des meilleurs joueurs en France, etc., etc. Et du coup, par rapport à ça, j'avais mis un gros, gros plan de travail en place. Et quand tu es dans la saison, quand tu es dans la tête dans le guidon, tu vois pas en fait les choses passer et tu te rends pas compte des fois aussi des progrès que tu fais et de comment tu avances en fait, tu vois. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que bah je sais pas, à Pau, ça a été vraiment très vite quand même.
je m'étais vraiment, moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de travailler, d'être le mec qui travaille le plus en France. Tu vois. C'était mon seul objectif. J'avais pas, je voulais aller à NBA, c'était un objectif, tu vois, mais entre guillemets un peu lointain. Mon premier objectif, c'était ça, c'est d'être le mec qui travaille le plus en France. Tu vois. Et j'avais anticipé plein de scénarios, tu vois, que voilà, j'allais être fatigué parce que je travaillais, etc., etc. Bref, je vais pas revenir là-dessus, mais le seul truc que j'avais pas anticipé, en fait, c'est que bah ça marche, que en fait ce programme-là il marche et que je réussisse simplement et que je devienne bon entre guillemets, tu vois. Et donc t'arrives en novembre, décembre, tu vois, et franchement, je pense que à ce moment-là, j'avais déjà doublé mes stats par rapport à la saison d'avant, ce qui est juste énorme, tu vois. Et toi, en fait, t'es tellement tête dans le guidon que tu te rends même pas compte de ça, tu vois. Tu te dis juste, oh putain, vas-y, j'ai fait un match à 12, 13, 14, 15 points, tu vois. Putain, pourquoi j'ai pas fait à 20? Pourquoi j'ai pas mis 25? Pourquoi j'ai pas permis à l'équipe de gagner? Pourquoi j'ai pas pris plus de ronds, etc., tu vois. Et, tu vois, on est, je me souviens, c'est 2 matchs qui m'ont marqué, parce que bon, je pense que j'étais un peu cramé. C'est les 2 derniers matchs, en fait, avant la trêve, tu vois, avant la trêve de décembre. Donc, de la trêve de Nouvel An. Et, je fais 2 matchs dégueulasses. C'est Orléans et Strasbourg. Je m'en souviens très, très bien. Là-bas. Orléans et Strasbourg. Pour te dire, Strasbourg, là-bas, après, donc, on était off. Donc, en fait, je suis resté à Strasbourg parce que ma mère habite toujours à Strasbourg. Et je me souviens très bien, je suis rentré chez la mère, j'étais dans le canapé, on a perdu, j'avais fait un match dégueulasse. Et t'es là et tu te dis, putain, mais je comprends pas, tu vois. Et, en fait, c'est quelques jours off. Après, tu vois, ils m'ont permis, en fait, aussi dans mon tu vois, faire un petit retour, tu vois, lever la tête et me dire, OK, vas-y, tu vois, regarde ce que t'as déjà accompli, en fait. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être là à ce moment-là, en fait, tu vois? Il y a encore 3, 4, 5 mois, tu vois, avant le début de saison, tu penses que tu aurais pu doubler tes stats et donc tes stats en moyenne, tu vois? Je parle pas juste d'un match, tu vois, tout le monde peut faire un match et être exceptionnel, tu vois, mais doubler tes stats en moyenne, tu vois. Et ça, c'était juste énorme, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que des fois, tu vois, je suis toujours à me fixer de nouveaux objectifs, à en vouloir plus, etc., tu vois. Mais je sais aussi que des fois, il faut être capable, tu vois, savoir que, bah, tout ça, c'est un process, tu vois, et de voir aussi déjà le chemin que t'as parcouru, tu vois. D'accord, ça marche. C'est intéressant tout ce que tu nous as dit et ça répond à d'autres questions que je voulais te poser. Après, je me demandais, du coup, tu parlais d'une certaine routine, tu as mis quelque chose en place. Quelle est la journée type de Peter Corneli en préparation pour une semaine avec plusieurs matchs, par exemple? Ça ressemble à quoi ta préparation? Alors, enfin, ouais, ça va dépendre. Non, ça va pas vraiment dépendre. Mais en gros, ma journée type, que ce soit un jour de match ou pas, enfin, on va faire un jour d'entraînement, ça va être plus simple. Sur un jour d'entraînement, ça va être, je me réveille assez tôt. J'essaie de me réveiller assez relativement tôt, on va dire. Voilà, j'essaie de me lever vers 6 heures. Et quelle heure? Comme ça, les gens pourront prendre exemple un peu. vers 6 heures du matin. J'essaie de me réveiller vers 6 heures du matin. Okay. Après, donc je me lève, je fais ce qu'on appelle des affirmations positives. C'est-à-dire, je me répète en fait une phrase que j'ai bossée en fait, qui est simplement mes objectifs, tu vois. Donc, je suis machin, etc. avec mes objectifs. Donc ça dure, je sais pas, 1 minute 30. Voilà, c'est très court. Après, j'écris. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à Pau. Vraiment, en fait, le fait d'écrire dans un journal. Comment je me sens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui me passe par l'esprit en ce moment, comment je me sens physiquement, etc., comment s'est passé les derniers jours, tout ça, et ça tous les jours, tu vois. Et pourquoi, alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai commencé ça à la base. À la base, j'ai commencé ça parce que, comme je vous disais, mon objectif, en fait, c'était d'être le mec qui travaille le plus. Mais pas le mec qui travaille le plus juste sur une journée, être le mec qui travaille le plus sur un an. Je m'étais donné un an où je me dis, je travaille comme un fou furieux. Et je veux voir ce qui se passe, en fait. Je me suis dit, je veux voir ce qui se passe si pour une fois dans ma vie, j'écoute tous les mecs qui m'ont dit, ouais, travaille plus, etc., etc. Et donc, pourquoi j'ai commencé à écrire, du coup, pourquoi j'ai fait ça, c'était simplement, en fait, que j'avais déjà fixé, en fait, un petit peu cet objectif plusieurs fois dans ma vie où je m'étais dit, ah, vas-y, je me mets à bosser. Et un peu comme la plupart des gens, tu vois, tu fais ça un jour, 2 jours, 3 jours, et puis après, tu connais, c'est comme les nouvelles résolutions à Nouvel An. Les bonnes résolutions à Nouvel An, tu t'oublies, tu fais plus. Et donc, mon idée, en fait, derrière ça, c'était de me dire, OK, si tous les jours, je me réveille le matin et que je commence par réécrire mes objectifs, tu vois, et que je me force, en fait, à me rappeler tous les jours quel est mon objectif et que je fais comme si tous les jours, on était le 1er janvier et que je me refixais mes bonnes résolutions, etc., tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait, si tous les jours, c'est le 1er janvier, tu vois?
comme si tous les jours, c'est le premier jour du moment où je fixe mes objectifs. Et c'était vraiment ça, en fait, le but à ce moment-là d'écrire tous les jours. Et par la suite, après, j'ai lu des livres aussi qui ont fait que ça m'a conforté en fait dans cette idée que écrire tous les jours, c'était hyper important. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'écris après méditation. Franchement, c'est pareil, tu vois. C'est le genre de truc. T'entends des gens qui en parlent, tu vois, et tu dis toujours, t'as toujours cette image du moine comme ça qui fait tu vois, des trucs à la con, tu vois. Mais en fait, ça marche. Enfin, vraiment, ça marche. Tu vois. Et il faut pas s'attendre à se dire, vas-y, je fais une méditation une fois et ça y est, ça va changer ma vie. Non, tu vois, c'est la répétition et tu vois les résultats au bout de 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui va te sauter à la gueule, mais tu sais pas pourquoi. Tes performances, tu vois, elles vont être meilleures, tu vois. Ta concentration, ta façon en fait de réagir par rapport aux choses, etc., etc. Donc voilà. Après, je pars. Donc après, je vais promener mes chiens. En général, c'est ça. Donc je vais promener mes chiens. Ça me permet aussi je mets mes écouteurs, tu vois. Je mets des vidéos de motivation. Je mets des vidéos qui m'inspirent, tu vois, en fait, tu vois. Parce que pareil, l'idée derrière ça, c'était de me dire qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'écouter de la musique, si j'arrête d'écouter la télé, si j'arrête d'écouter la radio, si j'arrête d'écouter tous ces trucs-là, entre guillemets, qui m'apportent pas grand-chose, tu vois, et si à la place, en fait, je fais rentrer des choses dans mon cerveau qui sont positives, qui sont exclusivement positives, tu vois. Donc, alors à Pau, j'étais un fou furieux, par exemple. Maintenant, tu vois, je suis un peu entre les deux, tu vois, genre, j'écoute aussi un peu de musique et à la fois, j'écoutais des vidéos de motivation. À Pau, j'étais un fou furieux, c'est genre, à longueur de journée, c'était vidéo de motivation sur vidéo de motivation sur vidéo de motivation. Mais tu vois, mais les trucs à la con, tu vois. Genre vraiment le mec qui va te gueuler dans les oreilles pour te dire allez vas-y arrête d'être weak, tu vois, mais vraiment je me filais avec ça toute la journée et donc voilà, donc je vais prendre les chiens avec ça et après là du coup je pars à l'entraînement. Alors le centre d'entraînement du Real Madrid c'est mieux qu'un centre d'entraînement NBA, donc je vais là-bas, on a un self en fait où je vais prendre mon petit déj, tu vois. Donc je prends mon petit déj là-bas. Après j'ai ma chambre, tu vois. En général je rentre dans ma chambre, tu vois, je me brosse les dents, tout ça. En fait on a une résidence en fait là-bas. Ok. C'est énorme. Wow. Ouais, ça c'est incroyable. Genre même en NBA ils ont pas ça. Franchement c'est fou. Donc voilà. Après je vais à la salle, je fais muscu, je fais en général du travail individuel aussi avec un assistant coach. Après je fais l'entraînement collectif. Après je shoot encore un petit peu. Et voilà, et puis après je vais manger, pareil à la résidence, et puis après je mange. Donc voilà. Et puis après, en général, l'après-midi. Alors l'après-midi, tu vois, là, toute saison, je faisais entre rien, tu vois, je faisais des choses comme ça, tu vois, mais on va dire que je faisais rien concernant le basket, tu vois, ou regarder des matchs le soir, tu fais des trucs comme ça. Mais là, tu vois, maintenant, j'ai essayé de commencer, je le fais pas tous les jours parce que c'est compliqué, mais de rajouter encore une séance de muscu, tu vois, mais genre une séance de muscu où c'est plus genre du renforcement musculaire ou des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, toujours avec l'objectif, en fait, d'accélérer, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu vas mettre en place une routine de travail et que ton corps, il va s'adapter à cette routine de travail, tu vois. Et que peu à peu, tu peux ajouter des petites choses et ajouter des petites choses. Et c'est ça, pour moi, qui fait vraiment la différence entre le mec qui va être bon et le mec qui va devenir énorme, en fait, tu vois. C'est que le mec qui va être bon, il va mettre en place une routine de travail qui va marcher, tu vois, et il va avoir des résultats, mais il va jamais changer. Et du coup, il comprend pas pourquoi il continue pas d'avoir des meilleurs résultats et des meilleurs résultats et des meilleurs résultats, tu vois. Et vraiment, c'est ça. Alors, à Pau, j'ai réussi à le faire vraiment 2.0 parce que, on n'avait qu'un match par semaine. Donc, t'avais tellement de temps pour travailler que si tu veux, je pouvais m'exploser la gueule les 4 premiers jours de la semaine, tu vois. J'avais encore 2 jours après presque pour récupérer et enchaîner le match, tu vois. Là, quand tu joues 2 voire 3 fois par semaine, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux quand même le faire, tu vois. Mais c'est plus compliqué, tu vois. Donc à Pau, j'ai commencé. Je m'entraînais, je faisais muscu, entraînement, un peu de shoot, et après j'allais de temps en temps faire un workout encore l'après-midi avec l'assistant coach, tu vois. Et puis après quand j'ai voulu faire plus, tu vois, je me suis dit ok vas-y, je vais me lever à 6h du mat, je vais aller faire une séance à 6h du mat avec l'assistant coach. Après je vais faire muscu, après je vais faire un entraînement collectif, après je vais shooter encore un petit peu, après de temps en temps je vais encore rajouter un workout l'après-midi, tu vois. Et puis après de ça, je suis parti sur, ok, des fois, je vais faire une séance le matin à 6h. Après, je vais revenir avec ma pendant une heure, parce que ma mère vidéo. 1 heure. Après, je vais faire muscu. Après, je vais faire entraînement collectif. Je vais encore faire après, tu vois.
Et bon, j'ajoutais ça, j'ajoutais. Je faisais pas tous les jours, quoi. Je vais te dire que je faisais tous les jours, c'est pas vrai. Mais j'allais essayer de faire ça genre 2 fois dans la semaine et les autres jours, bah, je faisais mes 2 séances, donc enfin, la séance collective plus un workout. Tu vois. Et tout ça, en fait, ce que ça a amené bah, un progrès technique qui est évident, progrès, enfin technique et physique qui est évident. Mais tu vois, dans le sport, je pense que le plus important c'est le mental. Je pense que vous serez quand même tous d'accord avec moi ici. Et ce que ça t'apporte de faire ça, en fait, c'est tu te dis mais c'est sûr, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui travaille autant que moi, tu vois. Et quand tu commences à réfléchir comme ça et que tu commences aussi à avoir un progrès physique et technique, tu vois, tu commences à avoir plus confiance en toi sur le terrain. Et en fait, après, c'est un putain d'effet de neige, tu vois. Alors, plus tu as confiance en toi, plus tu fais des choses, plus le coach t'en donne aussi, etc., etc. Et puis tu réussis et machin. Et d'un coup, tu finis par être un des meilleurs rebondeurs du championnat de France et être top évaluation du championnat de France, alors que l'année d'avant, tu étais nulle part, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, genre, tout ce que j'ai fait là, ça m'a amené ça, tu vois. Et maintenant, où est-ce qu'on va, tu vois. Donc, Ouais. donc Ok. voilà ma journée type. Merci. Du coup, Peter, ça fait depuis le lycée qu'on se connaît. J'ai connu le Peter jeune, gringalet, mais déjà très grand. Moi, je suis impressionné par le changement d'éthique de travail que tu as eu. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur par rapport à ça? Est-ce que tu t'es dit, je veux aller en NBA, enfin, je veux absolument valider ma draft? Et quel a été l'élément Ouais. déclencheur pour que tu changes Je totalement? pense que il y a eu 2 éléments déclencheurs. En vrai, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Le premier, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que à un moment donné où tu sens que c'était un endroit dans ta carrière, et c'est peut-être le plus gros élément déclencheur quand même, tu vois, c'est voilà, tu sens que tu as un moment dans ta carrière où tu te dis, voilà, j'avais, je sais pas, 25 ans peut-être, du coup, à ce moment-là, 25 ans, où tu te dis, bon, bah voilà, quoi, j'ai été drafté, ça commence à faire quelques années. Tu vois d'autres gars qui se font drafter, d'autres gars qui vont NBA, d'autres gars de qui on parle, c'est des prospects, etc. Et tu sens quelque part le train qui passe et t'es pas dedans, tu vois. Et donc, ça a été aussi un peu un ras-le-bol, tu vois, de me dire, ah, putain, j'en ai marre, tu vois, qu'on parle de moi comme un prospect, que machin, etc. Et puis, genre, mais on attend toujours que, tu sais, c'est toujours, ouais, nous, on veut que t'exploses, on attend que t'exploses, tu vois. Ouais, prospect, etc. Ouais, potentiel. Mais toujours, on attend la saison d'explosion, tu vois. Ça, vraiment, je te jure, et depuis que j'ai 19 ans, du coup, et que je suis vraiment en pro, alors après la première saison où j'ai fait en pro, où j'étais vraiment bon, franchement, j'avais été vraiment bon, ça avait été, pour te dire, la première saison que j'ai fait en pro, ça a été ma meilleure saison pendant presque 5 ou 6 ans. T'imagines-toi, à 19 ans, tu fais ta meilleure saison, alors que quand tu as 24 ans, tu fais une saison qui est plus gâtée que ça. C'est pas normal. Tu vois. Donc voilà, ça a été un peu ce truc-là. Et du coup, bah voilà, ça me travaillait, tu vois, et je voulais trouver des solutions. Et après, un des éléments qui a été vraiment déclencheur, il y a même 3 éléments déclencheurs en réalité. J'en oublie un. Donc, c'était le premier. Le deuxième, c'était, tu le sais, j'étais dans une société qui faisait du marketing de réseau. Ouais. Et en fait, ça m'a mis autour de personnes. Je me suis entouré en fait de personnes qui avaient des objectifs et qui mettaient tout sur la table pour les atteindre, tu vois. Et une des personnes que vous connaissez, enfin si toi tu la connaissais sur les deux, je sais pas si vous connaissez bien, mais Guillaume Plat, le mec dans ce domaine-là, c'est un fou furieux, tu vois. Il était basketteur, etc. Mais aujourd'hui, il est dans un autre domaine qui est le marketing de réseau. Et c'est un fou furieux. Sincèrement, c'est un fou furieux de travail, etc. Et en fait, je me suis entouré que de personnes comme ça à un moment donné et qui m'ont permis, si tu veux, de commencer à mettre ces éléments-là en place, tu vois, de voilà, bosser sur mon mental, bosser sur mon éthique de travail, tu vois. Et du coup, ça a été un long processus qui a commencé à se faire à ce moment-là. Et le moment où il y a vraiment eu une prise de décision, donc ça c'est le troisième élément, c'était le confinement. Et alors, je pense que c'est ce truc-là, mais tu vois, je me souviens, c'était genre les premiers jours du confinement. Et je sais pas si vous vous souvenez comment on s'est tous sentis, sincèrement, comment on s'est tous sentis, genre les 2 premiers jours du confinement. C'était spécial. Les 2 premiers jours du confinement, on t'annonce qu'il y a un confinement qui va durer, je crois, la première fois, ils nous ont annoncé 3 semaines peut-être, ou un mois, je sais plus, un bail comme ça. Et donc, tu passes d'un moment où tu es dans ton équipe, etc. Donc, tu travailles, pour les gens qui travaillent, voilà. Tu taffes, tu es dans ton métier, tout ça. Ah, d'un coup, tu es chez toi. Et on te dit pendant 3 semaines, il va rien se passer. Et voilà.
et la vie s'arrête presque, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, j'étais tellement lazy dans ma tête à ce moment-là que, tu sais, j'étais presque content, tu vois. Tu sais, c'est en mode, ah putain, vas-y, je vais chill chez moi, je vais être tranquille, il se passe rien, tu sais. Et cette fois, j'ai le droit, tu vois. Tu sais, c'est pas comme d'habitude où tu chill chez toi et tu te sens un peu coupable. Là, t'as le droit, parce que de toute façon, il y a rien d'autre à faire, tu vois. Ça dure Et 15 du ans. coup, non, mais de ouf. Et du coup, le truc, genre, avec ma femme, on a commencé, on a fait un puzzle. On a commencé à faire un puzzle. Et un puzzle. Comment on dit un puzzle ou un puzzle? Je sais pas. Ouais, tu peux dire les deux, je crois. Les deux, je pense, ça se dit. On commence à en faire un, on commence dans l'après-midi à 16h, 17h. Et genre, je suis là, et tu vois, et moi, quand je commence un truc, en général, je suis grave déter et j'y vais à fond, tu vois, surtout quand je démarre. Du coup, jusqu'à genre 3-4 heures du matin, on y est encore, tu vois. Je suis là, non, vas-y, on n'abandonne pas tant qu'on l'a pas fini d'une traite, on va pas se coucher, blablabla, tu vois. Bref, on le finit pas, évidemment. J'ai couché et le lendemain, tu vois, donc dis-toi, j'ai passé, je sais pas, non, on a dû commencer à 15 heures peut-être. Allez. De 15 heures à 3 heures du matin, non-stop, tu vois. Genre, en mode, tu te fais un truc à réchauffer vite dans une assiette à l'arrache du micro-ondes, juste pour grailler vite et recommencer à continuer à faire ton putain de puzzle, tu vois. Et je suis là, et le lendemain, tu vois, je me dis, non, mais attends, frère, t'es là, t'as passé 7, 8, 9 heures, je sais pas combien, sur ton putain de puzzle. Le truc, genre, franchement, ça te sert à rien, tu vois, genre, ça t'apporte rien dans ta vie. C'est vraiment genre, comment faire passer du temps juste pour faire passer du temps, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, ça m'a fait un choc et je me suis dit, allez, gros, tu vas pas juste faire tout ton confinement comme ça, en fait, tu vois. Et je me suis dit, en fait, d'un côté, en fait, je me suis dit, genre, je suis sûr que la plupart des gens, ils font ça, tu vois. Alors, peut-être qu'ils font pas des puzzles, tu vois, mais ils vont sur Netflix, tu vois. Genre, ils regardent des vidéos YouTube à la con, tu vois. Ils perdent leur temps, en fait, tu vois. Et pour moi, tu vois, ça a été ce truc de me dire, OK, qui est-ce que tu vas décider d'être pendant ce confinement, tu vois? Et en sortie de confinement, encore une fois, qui est-ce que tu vas décider de devenir, tu vois? Est-ce que tu vas sortir du confinement et tu auras pris 3 kilos de bras et tu seras complètement out of shape et tu auras pris le confinement comme une excuse pour dire, bah vas-y, bah ouais, t'as vu, j'ai rien pu faire, j'étais à la maison, il y avait rien à faire, etc. Ou est-ce que tu vas te servir de ça pour te dire, bah vas-y, je vais bosser à mort se lire des livres, mettre un game plan en place, faire des choses parce que tu peux, en fait, tu vois. Même si t'es dans un putain d'appart qui fait 30 mètres carrés, tu peux faire des trucs, tu vois. Tu peux lire des e-books, tu peux regarder des vidéos sur YouTube qui vont t'amener quelque chose, tu vois, et pas des trucs qui sont juste divertissement. Tu peux faire plein de choses en réalité, tu vois. Et donc, ça a été ça vraiment l'élément déclencheur. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai mis mon game plan en place pour la saison qui suivait, du coup, qui était la saison de l'explosion, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, ça a été ça. Il y a eu trois éléments déclencheurs. Ok, ça marche. Bah, c'est intéressant. Au moins, on voit que le confinement, il t'a marqué d'une bonne manière et que t'es pas sorti pareil. Et ça s'est vu ensuite sur le terrain, quoi. Et pour parler un peu plus du terrain, si tu devais citer le nom d'un coach qui t'a énormément apporté et appris, ce serait qui? Oh, c'est dur. Justin. Là, je te mets un peu en difficulté. Ouais, Justin. C'est dur de ouf. Alors, je vais te dire les noms que j'ai en tête. Ouais. Laurent Villa, c'est le premier nom que j'ai en tête, ça c'est sûr. Parce que non seulement il m'a apporté des choses, mais c'est surtout parce que il a fait confiance en mon projet, tu vois. Et genre c'était énorme, tu vois. Il a fait vraiment confiance en mon projet parce que je suis arrivé en début de saison, j'ai présenté mon projet donc au coach Laurent Villa, à l'assistant coach Jimmy Verov et au préparateur physique Guillaume Alquier, tu vois. Et je leur ai dit en gros, voilà, ça c'est mon plan, je vais être le mec qui travaille le plus et et en gros je compte sur vous pour que le jour où vous vous dites vas-y aujourd'hui il travaille pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre que tu me le dises, tu vois. Que tu me dises, gros, là, tu t'étais pas dedans, tu vois. Et en fait, faut bien comprendre que quand tu es joueur et que tu es dans une équipe professionnelle, enfin, dans n'importe quelle équipe, tes joueurs, dans la tête du coach, enfin, lui, son seul objectif, en fait, c'est de gagner, tu vois. Le seul objectif du coach, c'est de gagner, tu vois. S'il peut faire en sorte que des joueurs, ils explosent entre temps, c'est cool, tu vois. Mais son premier objectif, c'est de gagner. Et donc, quand tu as un joueur qui vient et qui dit, ouais, mon objectif, c'est de travailler le plus, tu vois. Bah, lui, il dit quoi? Le premier truc qu'il dit, c'est, ouais, mais frère, moi, je veux que le week-end, tu sois en forme pour performer, tu vois. Il voit pas le côté long terme tout à fait, tu vois. Lui, il se dit, OK, bah, bosse pendant l'été, mais pendant la saison, frère, vas-y, je veux pas que tu te blesses et je veux que tu sois sur le terrain et que tu puisses apporter à l'équipe, tu vois.
Donc au début, il te met un peu des bâtons dans les roues, tu vois. Enfin, pas des bâtons dans les roues, mais il te freine toujours un petit peu à te dire, ouais, doucement, ouais, vas-y, il y a un match qui arrive, donc tu peux pas workout là, veille de match, etc., tu vois. Toutes ces choses-là, tu vois. Et lui, il était un peu comme ça, tu vois, mais à la fois aussi, il était dans ce truc-là de se dire, voilà, il faut que tu bosses, faut que tu fasses toutes ces choses-là. Donc, il m'encourageait, même il avait envie de me freiner, mais il m'encourageait et surtout quand il a commencé à voir que ça marchait aussi, tu vois, bah, genre là, il s'est pas posé de questions, tu vois. Genre vraiment, il a fait tout pour me donner un maximum de confiance sur le terrain, tu vois. Et ça, bah, enfin, tout le monde ici sait que quand il y a un coach qui a envie de te donner de la confiance et qui a envie de te faire jouer et qui a envie que tu brilles, tu vois, c'est une putain d'aide, tu vois. C'est une putain d'aide parce que le coach qui va vous tuer, tu vois, bah voilà. Après, tu vois, je dis pas que ça y est, si t'as un coach qui a pas envie de te faire évoluer, qui a envie de te tuer, ça y est, il faut dire ah c'est mort, tu vois. Pas du tout. Faut être plus fort que ça mentalement, tu vois. Mais c'est clair que ça aide. Avoir un coaching staff, tu vois, qui est derrière toi, ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'ai envie de dire vraiment lui. Après, forcément, il y a Vincent Collet qui m'a énormément apporté sur l'équipe de France parce que ce que j'ai appris quand il m'a coaché, c'était énorme. Mais je vais dire Laurent Villa quand même parce que j'ai eu pendant une saison et demie du coup à Pau et c'était. Ok. Donc tu viens de parler de Vincent Collet. Moi, j'avais une question justement par rapport à l'équipe de France. En dehors de la médaille d'argent au dernier JO, c'est quoi ton meilleur souvenir en équipe de France, que ce soit en jeune ou en senior confondu? En jeune, il n'y en a pas énormément parce qu'on n'a pas gagné, on a rien gagné. Donc voilà, à part se faire sortir par l'Espagne en quart de finale ou en demi-finale. Espagnol. Trop rien tous les étés. Et mon meilleur souvenir avec l'équipe de France, ou ce qui m'a le plus marqué en tout cas, forcément, c'est les JO et le premier match contre les States, tu vois. Ça, c'est sûr. Ton premier match officiel aux Jeux Olympiques, et même avec l'équipe de France, c'est contre les States et en plus tu gagnes, tu vois. Ouais, c'est fou. Donc ce qui m'a marqué, c'est la préparation de l'équipe pour ce match-là, tu vois. Ouais. Genre, mais je parle pas de la préparation genre en mode, même si ça c'était impressionnant aussi en soi, tu vois. Je parle pas de la préparation genre tactique ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est la préparation mentale, tu vois, de ce premier match, il arrive, on sait à quel point ça va être difficile, on sait à quel point c'est dur de battre les Américains, etc., etc. Et genre, on y va, mais on y va pour les battre, tu vois. On n'y va pas pour subir ou pour se dire, ouais, on va essayer de faire. Non, on y va pour gagner, tu vois. Et ça, vraiment, pour le coup, ça a été vraiment la mentalité à Evan, tu vois, à Evan Fournier. Et même à Rudy en soi, tu vois. Mais eux qui ont vraiment porté ce truc-là, tu vois. De tous les gars NBA, tu vois, qui avaient cette mentalité américaine, tu vois, et cette mentalité de vas-y, tu vois, on n'y va pas juste pour faire de la figuration. Et ça, c'était énorme. Sincèrement, c'était énorme parce que tu avais une énergie de ouf. Et puis après, ça s'est senti pendant le match où ça a été une putain de guerre pendant 40 minutes, tu vois. Mais c'est clair que ça s'est vu. Ça s'est vu et que même les Américains ils étaient surpris d'ailleurs par rapport à ça. Parce que je pense que, comme tu as dit, pour eux, ils ont l'habitude que les équipes viennent faire figuration. Mais là, clairement, vous avez imposé vos trucs. Vous avez montré que non, on n'est pas là pour blaguer. On vient clairement pour vous taper. Et ce qui a été énorme, c'est que pendant tout le match, ça a été vraiment une bataille, tu vois. Et tu avais l'impression que, tu sais, quand les coachs ils sont là et qui te saoulent à te dire, ouais, il faut qu'on prenne chaque possession comme si c'était la dernière possession, blablabla, tu vois. Et toi, t'es là et tu te dis, ouais, tu vois. Mais genre là, c'était ça, tu vois. T'avais l'impression que chaque possession, elle comptait. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, le match, en vrai, normalement, je me rappelle presque de aucun match. Genre, une fois que le truc, il est passé, genre, mon cerveau, il zappe, tu vois. Mais genre là, je sais pas si vous vous souvenez, mais genre, le match, genre, il y a eu combien de possessions? Je vois encore les actions où il y a Gershon, tu vois. Il est là, il plonge pour sauver une balle, tu vois. Ouais. Et genre, à ce moment-là, je sais pas, t'es à 5 ou 4 ou 5 minutes de la fin du match, tu vois. T'es pas non plus encore dans le money time, tu vois. Mais, et il y a même une action comme ça en première mi-temps, tu vois. Et genre, tu te dis, c'est ces actions-là qui comptent, tu vois. Parce que tu sais qu'il faut pas qu'ils prennent le large, tu vois. Donc, chaque action à côté, le match, il était 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, tu vois. Des trucs comme ça. Et genre, c'était dingue. C'était dingue, tu vois. Chaque balle, genre, on se jetait sur chaque balle. Les mecs, ils sauvaient le truc. Ah, ça partait. Après, on mettait un 3 points. T'étais là comme un ouf, tu vois. Mais c'était fou. C'était dingue, tu vois. Et il n'y a pas eu un autre match au JO qui était comme ça. Même, sincèrement, tu vois, paradoxalement, hein, mais même la finale, elle était pas comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas autant une guerre, tu vois.
Ouais. C'est bizarre, mais parce que bon, les Américains, ils sont adaptés aussi, tu vois, etc. Mais ce premier match des JO, Mémorable. c'était vraiment du très, 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 très haut niveau, tu vois. Du très, très, très haut niveau. C'est clair. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les plus ou moins jeunes, un conseil pour progresser dans le basket, tout simplement? Ouais, alors le conseil bateau, c'est travail à mort. Ça, Ouais. c'est conseil bateau. Mais je dirais surtout travail en fait sur ton mental, tu vois. Travaille sur ton mental, lis des livres, tu vois, lis des livres, que ce soit des biographies de joueurs, que ce soit des biographies de coach, que ce soit des livres sur du développement personnel vraiment pur et dur, sur des mecs dans d'autres domaines, tu vois, des mecs qui courent des marathons, qui sont d'autres, enfin, ou sur du business, tu vois, mais sur des mecs qui réussissent, tu vois, et qui te disent comment réussir, tu vois. Je dis des livres, ça peut être des audiobooks, ça peut être des vidéos, des podcasts, tu vois, toutes ces choses en fait. En gros, fais rentrer des choses positives dans ton cerveau, tu vois. Ouais. C'est ça le truc, parce que pour moi, tout va découler de ça, tu vois. Je peux te dire tous les jours à un mec de travailler, tu vois, euh, qui plus est à un mec talentueux, parce qu'un mec qui a pas beaucoup de talent ou qui part de loin, entre guillemets, tu vois, ces mecs-là, ils ont plus tendance à grind, tu vois, ils ont plus tendance à y aller et à bosser parce qu'ils savent qu'ils ont un retard à rattraper, tu vois. Les mecs qui ont du talent, tu vois, bon, je m'inclus dedans, tu vois, mais voilà, on en connaît tous. Franchement, on en connaît tous des mecs qui ont du talent et qui sont pas bosseurs, tu vois. Toutes les personnes qui font du sport, qui ont joué au basket, enfin, peu importe, tu vois, elles connaissent ce mec qui physiquement, il était au-dessus, qui avait un toucher, qui avait tout ça. Et tu te dis putain, mais il y a tout qui vient facilement à lui et genre, le mec il bosse pas, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il sait pas en fait. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il est lazy. Enfin, il est lazy, mais c'est de l'ignorance en fait, tu vois. C'est Je juste vois de pas les l'ignorance. choses pareilles. Hein. C'est ça, il voit pas les choses comme tu les vois. Lui, il a jamais eu besoin de travailler comme ça, tu vois. Donc, il voit pas comme toi, tu les vois en mode, ah putain, mais s'il travaillait, il pourrait atteindre ça, tu vois. Lui, il se dit, mais le travail, dans sa tête, tu vois, j'exagère, mais pour moi, c'était limite ça. C'était, bah, je vois pas comment le travail, en fait, il va me faire progresser, tu vois. J'exagère, tu vois. Mais c'était limite ça, tu vois. En réalité, mon inconscient, c'est ce qui se disait, tu vois. Tu sais, consciemment, je réfléchissais, je me disais, mais non, je travaille, normalement, je vais progresser, tu vois, parce que tout le monde le dit. Mais voilà, c'était ça. C'est parce que tout le monde le dit, tu vois. Mais j'avais jamais eu la preuve, en fait, par moi-même. Donc, j'avais pas de raison, en fait, tu vois, de vraiment le faire, tu vois. Et par contre, le jour où tu commences à t'y mettre et que tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, c'est autre Ouais. chose, tu vois. Donc voilà, le vrai conseil que je donnerais, c'est ça. C'est vraiment, nourris ton cerveau de choses qui vont vers là où tu vas aller. Du coup, Peter, tout à l'heure, on t'a posé la question par rapport au coach, on va dire, qui t'avait inspiré. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnalités sportives ou non sportives que tu admires ou qui t'inspirent et est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement? Ouais, carrément. En vrai, il y en a plein, tu vois. Je commence à construire un petit peu un comment je peux appeler ça? Un petit réseau, entre guillemets, de personnes qui m'inspirent, tu vois. J'avais lu une fois dans un livre, un mec qui disait que mentalement, en fait, dans sa tête, dans son cerveau, il se crée, et que les gens le prenaient pour un fou au début, tu vois, mais il se crée une espèce, en fait, de table ronde comme ça, où genre, il mettait toutes les personnes qui l'inspirent, en fait, autour de cette table et ces personnes-là en fait elles lui parlent dans sa tête, tu vois, entre guillemets, tu vois, genre il imagine ce que ces personnes auraient dit par exemple quand il se pose une question, est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais pas faire ça, tu vois, et il imagine en fait cette table ronde avec toutes ces personnes-là et c'est donc des personnes qui l'inspirent et c'est pas forcément des personnes qu'il connaît, tu vois, genre ça peut être je sais pas euh, j'en sais rien, tu vois, mais ça peut être Michael Jordan, tu vois. À sa table, il a Michael Jordan, il l'a jamais rencontré, il lui a jamais parlé, tu vois. Mais il a vu ses matchs, il avait lu des livres sur lui, etc. Et c'est une personne qui l'inspire, donc il imagine comment il aurait répondu. Tu vois. Et c'est un peu ce que je fais, tu vois, maintenant aussi. C'est-à-dire qu'à force de regarder justement toutes ces personnes qui m'inspirent, ces personnes de qui j'apprends, tu vois, bah j'imagine en fait comment elles réagiraient à différentes situations. Et donc pour répondre à ta question, ouais, maintenant, il commence à y en avoir quelques-unes. Et c'est des personnes qui sont pas forcément dans le sport, c'est des personnes qui sont dans différents domaines, tu vois. Il y a une des personnes qui aujourd'hui m'inspire peut-être le plus, ou en tout cas qui
qui m'a permis de changer vraiment les choses et qui m'a permis de voir le monde différemment, c'est David Goggins. J'en parle souvent quand même. C'est un mec qui est parti de nulle part, de rien, de zéro, rien, une enfance dégueulasse avec tous les pires trucs que tu peux imaginer. Et puis le mec, il est devenu Navy SEAL, tu vois, donc dans les unités d'élite, les militaires aux States. Après ça, il a commencé à courir, à faire des ultras, tu vois. Mais le mec, c'est un dingue, tu vois. C'est genre, il veut pousser son corps au maximum de ses capacités, tu vois. Son mantra, tu vois, ce qui se dit, tu vois, c'est, lui, il dit, quand tu penses que t'es à fond, quand tu penses que t'es à 100%, mais au bout de toi-même, t'es seulement à 40% de ce que tu peux réellement faire, tu vois. Et pour te donner un exemple, le mec, il a couru une course dans le Colorado. Il a fait une course dans le Colorado. C'était 240 miles. Une course de 240 miles. Donc, tu as, je sais pas si tu arrives à imaginer, tu vois, dans ta tête, imagine un marathon, tu vois. Un marathon, c'est 42 km, tu vois. T'imagines un marathon, tu vois. Et tu te dis, ah, putain, un marathon, c'est chaud, tu vois. Et après, tu te dis, le mec, il court 240 miles, tu vois. C'est même pas des kilomètres, c'est des miles, tu vois. 240. Ouais. Mais moi, ça me pète le cerveau, carrément, tu vois. Je me dis, et dans le Colorado, dans les montagnes, genre, avec, ça monte, ça descend, et il n'y a pas d'oxygène, frère. C'est dingue, tu vois. Mais c'est complètement dingue, tu vois. Et le mec, alors, je vais pas te mentir, aujourd'hui, son corps, tu vois, là, je viens de lire son deuxième livre, tu vois. Il est, pour te dire, son livre est sorti, enfin, il est même pas sorti. J'ai reçu une notification sur Amazon, je crois, pour me dire, ah, il y a machin, vous pouvez déjà précommander le livre. J'ai vu la notification, je l'ai acheté direct. J'avais lu son premier livre, je l'avais trouvé incroyable. J'ai reçu la notification, j'ai commandé le livre direct en précommande. Je l'ai reçu, il y a, je sais pas, 10 jours. Je l'ai commencé, il y a 3 jours et je l'ai fini hier, tu vois. Mais parce que son livre est dingue, tu vois. Et aujourd'hui, le gars, il a 47 ans. Son corps, il est explosé. Frère, il est explosé. Mais il est défoncé, tu vois. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est que tu te dis, le gars, il le sait, tu vois. Il sait qu'il casse son corps, tu vois. Parce qu'il a été Navy SEAL et que je peux te dire que les unités d'élite, les mecs, ils se défoncent le corps, mais comme jamais, tu vois. Après, il a couru pendant des miles et des miles et des miles et des miles, tu vois. Et ça à répétition, tu vois. Et aujourd'hui, son corps, il est défoncé, tu vois. Et genre, le gars, il continue, tu vois. Genre, ok, il peut plus courir, mais il fait du vélo, tu vois. Il vient de faire 444 miles en vélo, tu vois. Genre, des trucs de dingue, tu vois. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, il se trouve pas d'excuses, tu vois. Il dit, ok, ouais, je défonce mon corps, tu vois. Mais genre, c'est comme ça que je vis, en fait, tu vois. Genre, j'ai décidé de vivre comme ça. Je vais être le mec le plus tough, tu vois, sur la planète, tu vois. Ou en tout cas, le croire, tu vois. Et pour moi, ça, tu vois, aujourd'hui, on va pas se mentir, on est un peu, on commence à être soft, tu vois, un peu, tu vois, en tant que génération, tu vois, en tant qu'être humain, on commence à être soft, tu vois. Ah, il faut pas dire ça, il faut pas dire ci, il faut prendre soin de son corps, il faut faire attention à tout, etc., tu vois. Et tu repenses aux gens qui vivaient il y a moins d'un siècle, et je vais même pas repartir au Moyen-Âge, etc., mais les mecs, ils avaient un niveau de dureté, tu vois, qui était complètement autre, tu vois. Et des fois, je pense que tu as besoin de revenir un petit peu à ça, tu vois, au mâle alpha, tu vois, qui va et qui s'en bat les reins de ce qui peut se passer, tu vois, qui dit, moi, je veux vivre comme ça et je veux vivre comme ça quoi qu'il arrive, tu vois. Et bah, c'est ça, tu vois, et c'est un peu ce que j'ai appliqué, tu vois, à Pau, tu vois. C'est à un moment donné de me dire, vas-y, je m'en fous, tu vois, que je vais être fatigué, tu vois. Je m'en fous que ça va être difficile, je m'en fous que un tel ou un tel va me regarder bizarre, etc., tu vois, parce que bah mon corps il va s'adapter, tu vois, je vais forcer mon corps à s'adapter, tu vois ce que je veux dire, et donc voilà, donc lui c'est vraiment une des personnes principales. Après sincèrement il y en a plein, hein. Il y en a plein. Aujourd'hui je commence à avoir lu pas mal de livres, tu vois, même si j'en ai encore plein d'autres à lire, mais il y a tellement de mecs en fait sur la planète, et c'est des mecs, il y a des mecs genre ils sont même pas, enfin, ils sont connus, tu vois, mais la plupart des gens ne les connaissent pas, tu vois. Genre là, en ce moment, je suis en train de suivre un mec, il a 21 ans, il est multimillionnaire, tu vois. Et pourquoi il est multimillionnaire à 21 ans? C'est parce que, bah, à partir de ses 14, 15 ans, tu vois, il a commencé à lire et à faire, en fait, des choses que la plupart des gens ne faisaient pas, tu vois. C'est-à-dire que quand ses potes, ils lui disaient à 18 ans, vas-y, viens, on sort en boîte et tout ça, machin. Vas-y, viens, on va en soirée. Lui, il disait non. Tu vois, non, je vais rester chez moi, je vais lire, je vais faire mes trucs, et tu vois, je vais méditer, tu vois. Et tu connais tes potes, ah ouais, tu médites, t'es un bouffon. Qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais genre lui, tu vois, il est dans son truc, tu vois.
Et bah à ce moment-là, tu vois, quand il avait 18 ans, les mecs, ou 16 ans, ou je sais pas quel âge, tu vois, et qu'il était en cours, il disait il était en cours, tu vois, et que à la pause du midi, il était là, il mangeait tout seul et il lisait ses livres, etc. Et tout le monde disait ouais, t'es chelou, mec, tu vois. Bah à ce moment-là, tout le monde disait qu'il était chelou. Mais aujourd'hui, tu vois, le gars, il est multimillionnaire, il a changé sa vie, il a changé la vie de sa daronne, il fait plein de trucs, tu vois. Et ces mêmes mecs-là qui étaient avec lui à ce moment-là, tu vois, on va pas se mentir, ils sont nulle part, tu vois. Et c'est même pas qu'ils sont nulle part, mais c'est que ils sont là à dire ah ouais putain je kifferais avoir sa vie, tu vois. Ouais. Frère, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense qu'on peut s'inspirer de beaucoup de personnes. Il y a même des personnes qui n'ont pas forcément réussi dans la vie, mais il y a des choses qui font, qui sont inspirantes, tu vois. Et donc voilà, il faut être capable de s'inspirer de tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ok. Peter, pour terminer, on a 2 petits jeux à te proposer. Le premier, c'est un tu préfères classique. Donc, un peu dans le désordre. T'es plutôt dunk ou tir à 3 points? Oh. Tire à 3 points parce que c'est 3 points. Allez, on va rester Okay. Denzel Washington ou Will Smith? Denzel. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Merci. Mer ou montagne? Montagne. Espagne ou France? Aïe, aïe, aïe. France. France, je suis obligé. Là, j'ai Pour encore tous ces quarts de finale et tous ces demi-finales. Voilà. Là, j'ai encore une question qui va te mettre un peu dans l'embarras. Nikola Jokic ou Walter Tavares? Jokic. Jokic. Ouais, ok. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. Tu me dirais Tavares ou Rudy Gobert, tu vois, il y aurait des similitudes, Ouais, tu vois. clair. Là, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Sincèrement, Il y a un double MVP, quoi. Bah non, mais c'est complètement insane. Bon, j'ai passé une saison avec lui, frère. Je sais même pas comment c'est possible, sincèrement. C'est un gros J'aime bosseur, pas sucer les gens comme ça, tu vois, mais genre, il est impressionnant. Il est Vraiment. bosseur? Et il est bosseur. Ouais, franchement, il est bosseur. Il est bosseur. Tu vois, pour te dire, les mecs, ils ont tellement pas le temps de bosser en NBA. Genre, lui, je le vois, il sort du match, il fait quoi? Il fait une séance de muscu. Et je suis là et je me dis, attends. Attends. Donc, tu vas me dire que le mec, là, il joue 30 minutes par match, tous les matchs, 82 matchs dans la saison, étalé sur 6 mois, 5-6 mois. Il joue poste 5, donc il défend sur tous les pick and roll. Mais il joue poste 5, mais en attaque, il a tout le temps la balle. Donc le mec, il est tout le temps impliqué par le jeu. Donc, et c'est pas genre, il court pas. Sincèrement, il court. Faut pas croire qu'il court pas. Il faut pas croire qu'il est lent et tout. Toutes ces conneries. En vrai, il court. Le mec, il sort de ses matchs. Il fait encore muscu. Après, il vient, il workout, etc., etc. Alors, il fait pas des workouts de 1 heure et tout ça, mais il vient, il bosse. Et moi, quand je suis en France et que je joue un match par semaine, 20, 25 minutes, que je joue poste 4, que je suis souvent planqué dans un corner, tu vas me dire que je peux pas workout? Non, arrête, gros, tu vois. Arrête, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est quand je te dis que le plus important, c'est le mental, tu vois, c'est parce que les gens, en fait, ils se rendent pas compte et tout le monde vit, en fait, dans son propre monde, tu vois. Et c'est quand tu commences à essayer de comprendre le monde des autres et à essayer de voir ce qui se fait ailleurs que tu comprends pourquoi tu es là où t'es là où t'es aujourd'hui, en fait, ça, tout simplement. Ouais. Donc c'est ça, en fait. Il faut complètement faut réussir à complètement reframe, tu vois, ton état d'esprit et voir ce que les personnes qui réussissent à font, en fait. C'est vraiment impressionnant avec Nikola Jokic parce que il joue rarement moins de 75 matchs, je pense, depuis qu'il arrive en NBA. Et surtout qu'il a toujours joué vers les 35 minutes. Il avait quand j'étais là-bas, il avait pas loupé un match de saison. Le premier match qu'il a loupé, pour te dire, le premier match qu'il a loupé, je crois que c'était le match où il se fait expulser parce que où il prend des matchs de trucs parce qu'il défonce Maurice. Et ça, c'était le premier match qu'il a loupé. Et avant ça, il n'avait pas loupé de match, je crois, pendant 2 ans et demi, tu vois. Donc, il avait fait 2 saisons à 82 matchs, plus une saison, voilà. Mais gros, et en plus de ça, les mecs, après, ils vont en play-off, tu vois. Ouais, en plus, ils vont en play-off. Et cette année-là, enfin, cette saison, cet été,
Le gars, il était en équipe nationale. En plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là, il fait encore quand même une saison de ouf, tu vois. Mais tu te dis, mais le gars, mais il a pas de limite, tu vois. Enfin, non, franchement, c'est impressionnant. Et le gars, il a du poids, tu vois. C'est pas genre, il est tout léger et tu vas te dire, ses articulations, elles prennent pas cher ou quoi. Non, le gars, il a du poids. Il court, il monte la balle, il défend, il machin, tu vois. Alors, ok, il saute pas de ouf, mais bon, voilà. Non, il est impressionnant. Tu vois. Il est impressionnant. Vraiment. Bon, on va continuer le petit jeu. PSG ou OM? Tu t'en fous? Alors, j'en ai tellement rien à carrer du foot. Ouais, t'as raison. C'est bien. Ouais, PSG. Ok. 3 derniers. Gagner en trichant ou perdre dans les règles? Perdre dans les règles. Ok. Strasbourg ou le... Ah, vas-y, je te laisse développer. Parce que tu gagnes en trichant toute ta vie, tu vas vivre en disant je suis un perdant. Parce que tu as triché. Tu vois. Donc, ouais. Strasbourg ou Le Mans? Strasbourg. Merci. Strasbourg, ouais, Strasbourg pour la ville, forcément. Mais Merci. après, Le Mans, c'est bien. Attends, là, pour les 24 justement, heures. j'ai un Pour les dernier. caisses. J'ai peur d'écorcher le nom. Le collège de Friedrichshain ou le lycée Sud? Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Hein. Réfléchis bien. Faut pas oublier toutes les Le gars, virées au l'impression. CDI et tout. Hein. Faut pas oublier tout. Ah, lycée Sud. Parce que c'est le lycée. Ouais. Merci. Full, frère, c'était en face, t'avais un champ de betteraves, frère. Incroyable. Après, moi, j'avais un petit jeu. C'est juste un qui suis-je. Alors, en fait, Peter, t'as une longueur d'avance parce que c'est sur des coéquipiers que tu as eu dans ta carrière. Et donc là, je te fais le petit jeu, c'est contre Freezy et Silvio, du coup. Donc là, en premier, on cherche un meneur de jeu américain qui est né à Philadelphie. Il a joué dans énormément de pays, notamment en Israël et en Turquie, et en France. Tu as joué avec lui, du coup, Peter, durant la saison 2015-2016. C'est un joueur qui a désormais 36 ans. Non, vous ne trouvez pas, les gars? Taïwan Maki. Ouais, exact. Bien joué, Peter. Ah, c'est Ouais, lui, c'est putain, Taïwan je suis pas Maki. sûr. Il ressemblait à André Miller un peu, lui. Un tout petit Ouais, peu. un peu, ouais. Ah ouais, ok. Après, j'ai un deuxième gars. Donc, on cherche un coéquipier qui a joué en NBA. Donc, ce joueur est né à Tenerife et a été drafté en 2006. Chacho Rodriguez. Ouais. Ah, il nous a... Franchement, Franchement, là, il est prêt. Et un petit dernier. Donc, un Américain sur les postes 2-3 qui est né à Baltimore, drafté en 2012 par les Blazers. Il a bien entendu été principalement un joueur des Nuggets. Will Barton. Exactement. Bien joué, Peter. T'as dit Baltimore, j'avais déjà envie de dire son nom. Ouais, il porte Baltimore, ouais, ça se voit. Tu m'avoues vaincu, là. Ouais, franchement, Sans prendre au moins un sur les 3. Ah ouais, franchement. Ah, je suis déçu de moi. Ah, mais c'est des coéquipiers, tu vas avoir du mal, gros. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Ah, c'est sûr. Là, c'est parfait. Bon, en tout cas, on va finir sur ces bonnes notes-là. Peter, merci pour ta dispo. Tu vois, tu nous as permis d'avoir pas mal d'informations, pas mal de réponses à plusieurs questions qu'on t'a posées, mais que peut-être pas mal d'internautes peuvent se poser aussi. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour eux de pouvoir avoir accès à ces réponses-là. Et je pense que ça va aider pas mal de jeunes aussi. Merci pour ta dispo. Mon gars, continue à bosser. Continue à bosser comme tu le fais, à fixer tes objectifs, à mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Et de toute façon, on reste en contact. On te donne toute la force possible pour continuer d'exploser cette saison, frérot. Vas-y, merci à toi. Merci à vous, les gars. Merci.